Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. L'Elaboration de la Côte d'Ivoire, 1893 à 1913. Nous avons trouvé un pays sans port naturel et dont la barre, ce phénomène marin de la côte de Guinée, rendait l'accès des plus difficiles. Nous avons trouvé un territoire sans route, dont les fleuves ne sont navigables que sur quelques kilomètres dans leur cours inférieur et dans de petits biefs. Nous avons trouvé un pays fermé, que la première tâche était d'ouvrir à l'activité économique et sociale, en un mot à la civilisation. Gaston Joseph, La Côte d'Ivoire, Paris à Fayard, 1944, page 116. Chapitre 1. La colonie à la fin du XIXe siècle et à l'aube du XXe. Ici pas de cause nationale à soutenir ni de dynastie à défendre. Mais des poussières de tribus, des indigènes agissant isolément ou par petits groupes. Comité de l'Afrique française et le Comité du Maroc. N10 1909 page 199. À l'aube du XXe siècle, on peut considérer que le processus de la prise effective de la Côte d'Ivoire est engagé puisque 7 années plus tôt, en 1893, elle était érigée en colonie autonome par le décret du 10 mars 1893. Dès lors, la politique des points d'appui, inaugurée en 1843 par Boîte-Vuillaumet, a vécu. Elle cède le pas à une politique de présence effective et d'établissement à demeure. Mais quelle est la situation particulière de la colonie ? Conjonction de facteurs favorables à la mise en valeur et à l'exploitation économique, la Côte d'Ivoire avait un sol riche, un climat propice à la culture et au développement des grands produits de l'agriculture, le café, le cacao, la banane et les autres produits tropicaux sans omettre la proximité de la mer. Mais elle présentait un sérieux handicap, sa faible densité démographique, 2 millions d'habitants selon une évaluation de décembre 1901. À cette époque, l'activité économique coloniale, en dehors de la zone côtière qui s'étend de la région de Tabou à celle d'Assini à la frontière est de la colonie et l'axe Bondoukou-Assini, demeurait quasi inexistante partout ailleurs, dans le centre et l'ouest notamment. Les régions du nord participaient quant à elles au commerce du Haut-Sénégal-Niger, et quelques colporteurs s'aventuraient à travers la région de Bondoukou, de l'Indénié et le Sanoui par la piste des caravanes, jusqu'au comptoir de la côte. Rougerie décrivant ce couloir commercial nous apprend que dans les débuts, cette voie commerciale ne drainait que des fers et des outils et peut-être des esclaves dans un sens, de la poudre d'or et des colas plus tard dans l'autre. Il signale au passage les difficultés qui entravaient ce commerce. Droit de péage institué par les chefs des villages traversés, obstacles naturels. Tous ces obstacles ont incontestablement gêné le développement du commerce dans la zone forestière alors que se développaient les grands marchés des régions de savane du Nord, dont plusieurs figurent sur la carte économique des pays français du Niger, dressée en 1900 par Victor Huot d'après les renseignements recueillis par Binger et Émile Bayot lors de leur mission d'exploration. Samatigila, Groumania ou Mango, situés au sud-est et à l'orée de la zone forestière. L'autre marché tels Tingrela, Manignan, Kani, Touba, Korogo, Dikodougou Tapla, Choronière Sarala, Mankono, Satamasukura, mais aussi Odiéné, Kong, Bondoukou, Bouna témoigne de la vocation commerciale de la région et permet de voir que le nord de la Côte d'Ivoire représente aussi à l'époque précoloniale, une zone de contact et de passage entre les pays du Sahel et les régions forestières, région du Kola. Ainsi les difficultés de communication ont constitué non seulement une entrave au développement du commerce précolonial en zone forestière, mais elles ont été aussi un obstacle à la mainmise politique et au développement économique à l'ère coloniale. Par ailleurs, la carence des voies de communication routière liées à la nature du pays n'était même pas suppléée par l'important réseau fluvial et lagunaire qui le striait. Les fleuves, on y dénombrait 4 principaux d'est en ouest, la Comoé 900 km, le Bandama blanc et rouge 950 km, le Sassandra 650 km et le Cavali 550 km, étaient difficilement praticables sauf pour les vapeurs de très faible tirant d'eau et à très peu de distance de leur embouchure, 60 km pour les plus favorables. Au-delà, toute navigation était quasiment impossible voire périlleuse. À cet handicap s'en ajoutait un autre et non des moindres, l'absence d'animaux de bas, intensément utilisés ailleurs comme moyen de transport.
En effet, sur les 3/4 de la colonie, les bêtes de somme, bœufs porteurs, chevaux, mulets et ânes vivaient dans des conditions climatiques difficiles, humidité, mouches tsetse, et se prêtaient donc très mal à tout travail utile. La mention de l'obstacle que représentait la forêt complète le tableau des difficultés de la mise en valeur. On en mesure les entraves mais aussi les pesanteurs pour l'homme et l'Européen, en particulier à la description que fait Gaston-Joseph de la forêt dense. Cette forêt rebelle à l'incendie, écrit-il, est constamment imprégnée d'une humidité chaude qui dégage tour à tour un relent de végétaux en décomposition et des senteurs de lourds parfums. L'atmosphère y est saturée. D'y circuler, on éprouve une oppression étrange, une fatigue de tout l'être, une tension des nerfs due au manque d'horizon, à l'absence d'air, au silence, aux difficultés de se mouvoir librement. À chaque pas un nouvel obstacle s'y présente. Un arroyo à passer, une zone de poteau-poteau à traverser où l'on s'enfonce jusqu'au ventre, un rideau de broussailles qu'il faut abattre, un énorme tronc d'arbre qu'il faut franchir, des épines qui arrachent et retiennent, des branches et des lianes qui obligent à se courber. Ainsi la barrière de la forêt, les conditions de vie pénibles qu'elle impose à l'homme, aussi bien l'autochtone que le colonial, l'absence totale de toute infrastructure même rudimentaire sont, à l'aube du XXe siècle, autant d'obstacles à vaincre. Ici comme ailleurs, il a donc fallu se faire et l'homme et la nature. La mise en place des structures d'exploitation économique et de domination politique qui s'ébauchent dès la fin du XIXe siècle, et plus particulièrement depuis l'érection de la Côte d'Ivoire en colonie autonome par le décret du 10 mars 1893 va connaître avec la loi du 13 avril 1900 une étape décisive. Faisons alors connaissance avec le pays et ses habitants. 1. Le pays et les hommes. Érigée en colonie autonome par le décret du 10 mars 1893, la colonie de la Côte d'Ivoire, la plus jeune du groupe, est comprise entre les 5 et 17 degrés de latitude nord et entre les 5 et 17 degrés de longitude ouest, ce qui lui donne grossièrement la forme d'un quadrilatère de 320 000 km². À l'exception de sa façade maritime, les contours de la colonie restent encore en pointillés. Ils feront l'objet de diverses commissions mixtes d'abornement pour les frontières occidentales et orientales, et d'ajustements internes pour la région septentrionale de mouvance également française. Ils aboutiront concrètement à séparer des populations identiques rejetées de part et d'autre de frontières artificielles, ne répondant qu'aux seuls critères des intérêts en présence, ceux des puissances coloniales. A. Les données du milieu naturel. Baignée au sud par l'océan Atlantique dont la barre, phénomène typique du golfe de Guinée, rend l'accès des plus difficiles mais qui n'en constitue pas moins une large ouverture de près de 550 km, la Côte d'Ivoire appartient à l'ensemble géographique de l'Afrique occidentale dont la principale caractéristique, la monotonie du relief, se retrouve dans la colonie. La rareté des accidents du relief en fait un pays particulièrement homogène de la mer à ses limites septentrionales. Les accidents les plus importants alors connus ne dépassent pas 400 mètres. Le mont Nimba dans l'ouest du pays est signalé par la mission d'Olonne, mais son importance ne sera que tardivement connue après la mission qu'effectua dans la région Auguste Chevalier en 1908 à 1909. Cette chaîne de montagnes, probablement la plus haute de l'Afrique occidentale, naît à l'est du Nzo, sous l'aspect d'une très haute falaise et se continue vers l'ouest sur une longueur de 50 km, avec des sommets variant de 1000 à 1600 mètres, le point culminant près du Nzo, atteignant 1644 mètres. L'importance économique et climatique de ces massifs montagneux est révélée par Auguste Chevalier, qui y découvre un grand nombre d'arbres pouvant donner des matières oléagineuses exportables, le palmier à huile notamment, et des rivières qui, une fois rendues navigables, constitueront des voies d'évacuation très économiques pour les produits de l'intérieur de l'Afrique occidentale, mais surtout il trouve un climat tempéré propice au repos de l'Européen. La frontière ouest avec la République du Libéria, à défaut d'une délimitation précise, emprunte la limite naturelle que constitue le fleuve Cavally. À l'est par contre elle est limitée par la colonie britannique de la Gold Coast avec laquelle elle partage une frontière commune longue de près de 600 km, de surveillance très difficile et dont les travaux de délimitation, objet des commissions mixtes d'abornement Waterton de la Fosse en 1901 et 1903, figureront au nombre des questions litigieuses qui opposent et opposeront pendant longtemps autorités françaises et britanniques. Au nord,
La colonie est limitée par le Haut-Sénégal-Niger suite au décret du 17 octobre 1899 qui délimite la frontière entre ces territoires de la mouvance française. La monotonie qui caractérise le relief de la colonie est en revanche compensée par la variété de la végétation. Deux types principaux se partagent le paysage, la grande forêt dense au sud de la colonie et la savane dans le nord. 1. Le domaine de la forêt. Précédée en bordure du littoral par quelques savanes côtières, la zone sylvestre s'étend sur plus de 350 km à l'intérieur du pays, avec une exception toutefois, la pointe du V-Baoulé qui amène la savane soudanienne à 100 km de la côte. Elle est peuplée d'arbres de différentes variétés dont l'inventaire scientifique, à peine effectué, permet cependant d'en découvrir la richesse. Près de 1500 à 2000 espèces dont 170 espèces arborescentes ont été examinées par Auguste Chevalier à la suite de sa mission. Plusieurs types de bois à usage industriel ont été dénombrés tels l'acajou, le palissandre, le gaillac, le teck, le chêne, le bois blanc, l'okoumé, le buis et le cèdre, le Funtumia elastica staph et les lianes Landolphia owarensis pour la préparation du caoutchouc et le palmier à huile pour les oléagineux. Domaine où se retrouve une grande profusion d'arbres immenses à fûts élevés sans branches et frondaisons étalés parfois à 50 à 60 mètres du sol sous lesquels poussent des arbustes enchevêtrés de lianes. La grande forêt dense équatoriale couvre une superficie de près de 120 000 km². Elle connaît déjà une certaine altération due à la destruction volontaire faite par les paysans en quête de terre pour leur culture vivrière. Perrault en attribue la première cause à la déforestation et aux feux de brousse. Il faut avoir vu, écrit-il notamment, une zone dévastée par les indigènes pour en avoir une réelle impression. Les arbres sont abattus, ceux du sous-bois d'abord, les plus grands ensuite, sauf ceux dont le bois est trop dur. À la saison sèche, le feu est mis dans les troncs et les branches amoncelées et après incinération plus ou moins complète, l'indigène sème son mil ou plante son manioc dans ce sol humifère enrichi des cendres, mais aussi dont une partie n'a plus de valeur. Après les pluies, on fait la récolte et on prépare un nouveau terrain dans une parcelle voisine de forêt, abandonnant la première. Point sur les arbres durs, inattaquables à la hache, le feu fait son œuvre, l'écorce se dessèche, le fût pèle, il meurt lentement. Autre cause d'altération, la déforestation, celle-là liée au développement économique de la colonie. À peine amorcée à l'aube du XXe siècle, cette mise en valeur reste très insuffisante et explique donc que toutes les essences ci-dessus mentionnées, à l'exception d'une faible exploitation de l'acajou, du caoutchouc et du palmier à huile, restent pour l'essentiel encore inexploitées. Les autochtones n'en retirent en effet qu'un profit restreint. De même, les rares exploitants forestiers, en raison des difficultés, l'absence d'outillage mécanique les réduit à faire exploiter les chantiers forestiers par la seule main-d'œuvre indigène, limitent leurs chantiers aux zones bordant les rivières et les cours d'eau. Moyen commode pour assurer le transport de leurs billes, surtout pendant les 2 saisons pluvieuses de la mi-avril à la mi-juillet, et de la mi-septembre à la mi-décembre qui déversent de 2 à 2,50 m dans la région lagunaire et sylvestre. Dans la région maritime, elle est de 2,50 m à 3,25 m et seulement de 1,50 m à 1,80 m en région de savane durant les mois de juillet, d'août et de septembre, c'est-à-dire à une époque où dans la zone méridionale les chutes d'eau sont peu considérables. Ceci explique la particularité du régime des cours d'eau de la colonie. En effet, prenant leur source entre les 9,5 degrés et 10,5 degrés de latitude nord, ces fleuves subissent 2 fortes crues annuelles provenant l'une de la grande saison des pluies du sud, l'autre de la grande saison des pluies du nord. Seul échappe à ce régime le Cavally, long de 550 km à l'ouest de la colonie qu'il sépare du Libéria. 2. Le monde des savanes. Succédant à la zone sylvestre en direction du nord, le district préforestier, transition entre la forêt dense et les savanes boisées, se déroule des îlots de grandes forêts qui alternent avec les savanes sur des étendues plus ou moins importantes. La savane arborée vers le sud devient herbeuse au nord. Caractérisée par la faiblesse relative de sa pluviosité et par la médiocrité de ses aptitudes culturales, la savane est l'habitat de petits arbres isolés, rabougris d'allure. Le karité par exemple couvre d'immenses régions, mais aussi celui du rognier, du baobab et du fromager. Domaine d'une végétation de peu de valeur marchande mais propice aux cultures vivrières de subsistance comme le mil, le maïs, l'igname, le sorgho et diverses variétés de riz.
les régions de savane du Nord vont constituer une réserve de main-d'œuvre, car la distribution de la population de la colonie, liée à des causes historiques et géographiques, en fait une zone de peuplement moyen. B. Les hommes, répartition et genre de vie. 4 grands groupes ethniques débordant largement les différentes frontières se partagent l'espace ivoirien. Il s'agit dans le nord-ouest et l'ouest jusqu'au Bandama du groupe Mandé lui-même subdivisé en Mandé du Sud à la limite nord de la forêt, et comprenant les Dan ou Yakuba et les Toura, les Gouro, les Mandés du Nord représentés par les Malinké et les Dioula, le groupe voltaïque dans le nord-est avec les Sénoufo autour de Korogo, les Koulango dans la région de Bondoukou-Bouna, les Lobi également localisés à Bouna dans l'extrême nord-est. Le troisième groupe, celui des Krou, se situe dans le sud forestier à L', ouest du Bandama avec comme sous-groupe les Krou, dans la région de Tabou, les WE accent circonflexe, Guéré, ou Obé, autour de Gigloman, les BT dans le triangle d'Aloa-Gagno-Assoubré, les Bakwe, les Godier et les Dida sur l'axe Issia, Lakota, Divo. Le groupe Akan enfin réparti entre les lagunaires au sud et le groupe Anibaoulé dans le centre, le sud-est et l'est. Résultat d'immigration commencée pour les plus anciennes vers la fin du XVe siècle, la mise en place de la population achève de s'effectuer au cours du XIXe siècle. Ce siècle se caractérise en effet par une accélération du processus de peuplement à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Il est aussi marqué par les échanges ou des interpénétrations de groupes, résultat d'un élargissement des zones de culture dans certaines régions, de l'attraction de zones aurifères ou encore dans le nord particulièrement, de la conjonction de motifs politiques, constitution de nombreux petits royaumes et économiques, l'expansion des agents économiques dynamiques comme les Dioula, de faits sociaux notamment le problème de l'esclavage domestique dans certaines de ces sociétés. Patrilinéaire, en ce qui concerne les Mandés et les Krou, ou matrilinéaire pour les groupes voltaïques et Akan, ces différents groupes ethniques ont développé des systèmes d'organisation politique, économique et sociale qui permettent à travers leur structure interne et les différentes activités sociales et économiques qui les caractérisent, d'identifier les différents acteurs. Agriculteurs, commerçants, artisans, guerriers, esclaves, de définir leur rôle et leur place dans la société. Il ne s'agit donc pas de retracer ou de faire l'histoire des nombreux petits royaumes qui se sont constitués dans l'espace ivoirien, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, et qui vont s'affaiblir de leurs dissensions internes et leurs affrontements fratricides avant de succomber aux assauts répétés des colonnes françaises dans un contexte général de dépeuplement progressif du continent noir, suite à 4 siècles ininterrompus de traite négrière et de guerres intestines. Les conquêtes coloniales suivies elles-mêmes de divers systèmes de travaux forcés ne feront qu'accentuer ce mouvement et aggraver d'autant le déficit démographique. Lié à des causes historiques, la répartition des populations est également soumise à l'influence du milieu. Ces facteurs vont déterminer, en partie sinon grandement, les conditions de la pénétration coloniale, celles de la conquête et de la mise en valeur. En effet, les migrations qui affectent les populations de la future colonie, telles le grand mouvement Ani vers l'Est, les guerres et les massacres dont les régions du Nord en particulier ont été le théâtre, ne pouvaient manquer d'influer sur le peuplement de ces différentes régions et expliquer, pour certaines, la faible densité démographique, le genre de vie de ces populations et surtout leur réaction vis-à-vis de la colonisation. 1. Le Nord, zone des influences soudaniennes. La région nord de la colonie soumise aux influences soudaniennes est habitée d'est en ouest par le groupe voltaïque et le groupe Mandé. Ils occupent les régions de Bondoukou, de Kong, des Tagouna, d'Odiéné, de Korogo et de Touba. C'est une zone de contact, en relation commerciale avec le monde soudanien et la côte, le siège de nombreux petits royaumes. Elle présentait au début du XXe siècle une faible densité de population, 1,5 habitants au kilomètre carré, suite aux guerres, aux massacres et aux razzias dont elle fut le théâtre. Ainsi une agglomération comme Kong, où vivaient près de 15 000 habitants n'en comptait plus que 3 000, 25 années plus tard tandis que Bouna voyait sa population dans le même temps passer de 10 000 à 1 000 habitants. Cette régression démographique affecte pratiquement toute la région qui accuse alors un très fort déficit. Les témoignages de l'époque repris par Gaston Joseph le confirment. Il écrit notamment à ce sujet que de nombreux et gros villages étaient établis aux environs de cette dernière agglomération. Il s'agit de Bouna, mais la région dévastée à plusieurs reprises fut abandonnée à la fin du XIXe siècle de ses habitants échappés au massacre,
lesquels allèrent trouver refuge sur la rive gauche de la Volta, en Gold Coast. La reconstitution du tissu humain évolue très lentement puisqu'en 1917 on enregistre des îlots de densité de population comprise entre 3 à 5 autour d'Odiéné, de 5 à 10 dans la région de Korogo et de Kong, autour de Buna elle est de 1 à 3. Si l'argument géographique peut expliquer le contraste de peuplement des régions de Korogo, au sol plus frais, plus riche en sources et ruisseaux, plus propice aux cultures avec celles mal arrosées, arèneuses, sablonneuses, souvent basses et marécageuses des régions comprises entre Dabakala et Kong, la Pax Francia, fait encore observer Gaston Joseph, n'est pas étrangère à ce phénomène puisque jouissant à présent une sécurité définitive, ces régions se relèvent de leurs ruines très lentement il est vrai, bénéficiant cependant depuis quelques années du retour au pays d'origine des captifs de la forêt que libéra en grand nombre la pacification de la Côte d'Ivoire. Qu'il s'agisse des villages de culture ou des villages marchés voire des cités marchandes qui caractérisent à la fin du XIXe siècle la zone septentrionale, ces différentes entités renvoient aux activités de la région et expliquent une forme de relation particulière qui débouche sur une certaine division du travail. C'est cette situation qui prévaut au moment de l'impact colonial. Quelle est-elle en effet ? Autochtones des régions qu'ils habitent, les Sénoufos pour la région de Korogo et les Koulango pour celle de Bondoukou pratiquaient une agriculture vivrière faite d'igname, de maïs, de manioc et de coton. S'y ajoutait un peu d'arboriculture principalement celle du bananier et du papayer ainsi que la cueillette, l'élevage, la chasse et la pêche. Peuple d'agriculteurs, les Koulango particulièrement ont d'abord été conquis pacifiquement par les Eubrones et plus tard assujettis par eux. En effet, le développement du commerce caravanier vers les XVIe et XVIIe siècles entre le Niger et le golfe de Guinée eut entre autres conséquences l'installation des dioulas musulmans et commerçants dans la région. Ils y fondèrent des cités importantes à la fois marchés relais et centres religieux. Avant l'occupation française note Toxier, les dioulas de Bondoukou faisaient le commerce entre le pays des Ashantis, Koumassi, et Kong, la grande métropole commerciale du nord de la future colonie. Ce commerce, précise-t-il, était basé sur l'or dont une partie était extraite dans le pays même par les Koulango sous la supervision des Eubrones. Entrepôt d'articles d'Europe, selon Binger, Bondoukou était le centre d'échange très important entre d'une part la côte et les confins sahéliens d'autre part. Bondoukou accueillait des colporteurs Ashantis qui y apportaient des marchandises européennes de Koumassi ou de la côte, cotonnades diverses, draps rouges, verroterie, corail, cuivre, coutellerie, etc. Les dioulas de leur côté ramenaient de Kong ou du Djimini des captifs, des gourousis surtout, des pagnes sénoufos très solides et très prisés, des tissus, du beurre de karité, des dabas importés du pays Mossi. S'y ajoutait le commerce des colas rouges de l'Ashanti et du sel, produits en provenance du sud et des bestiaux du nord. Voici au reste la description qu'en donne Binger. Bondoukou peut sans contredit prendre le titre d'entrepôt d'articles d'Europe, et sous ce rapport, il a une importance beaucoup plus grande que tous les marchés que j'ai visités jusqu'à présent, ces derniers y compris Kong et à l'exception de Salaga tirent leurs articles d'Europe de Bondoukou. Je crois utile de dire quelques mots sur l'or. Je puis affirmer que toute personne à Bondoukou possède au moins une balance à or avec ses biritas à poids, et qu'il ne s'est passé un jour où je n'ai vu faire des paiements en or, soit chez mon diatigui, soit dans la première case venue et même dans la rue. Concernant la valeur et les modes de paiement, Binger donne les explications suivantes. À Bondoukou, précise-t-il, le mitka, la quantité de subdivision et le plus petit paiement qui peut se faire en or est de 150 koris ou de 0 francs 225. Pour peser cette quantité, on se sert d'une petite graine rouge corail qui porte une tache noire. L'arbuste qui produit cette graine donne une liane sur laquelle poussent des grappes de cos renfermant les graines. Il est répandu en Casamance, et les dioulas s'en servent pour orner leurs casques de guerre. On nomme ce poids dama. 2 damas valent une graine de bombax, banane kili égale 300 koris. 4 bananes ou bananes nani se nomment diapa kili égale 1200 koris. Le diapa est un terme un peu usité. On se sert plus volontiers de l'expression banane nani, et l'on est convenu de compter en bananes jusqu'à 8 bananes, ce qui se nomme banane segui ou safan kili. Suivent ensuite des détails fort intéressants sur les pratiques commerciales, du prix des dioulas, exploitation de la naïveté, de la crédulité ou de la bonne foi de leurs interlocuteurs, escroqueries diverses. Pendant mon séjour chez Sitafa, note-t-il,
Il ne s'est pas passé 24 heures sans que j'aie vu ce dévot musulman manquer à sa parole de commerçant et nier ce qu'il avait avancé la veille, ou bien renoncer le soir à un marché conclu le matin. À des Ashantis de Diwa, Cap Coast, descendus chez lui, il faisait des paiements de 1 barifiri, à savoir de 30 000 coris, puis quand ces derniers furent sur le point de repartir, il tira profit de leur embarras, en ne leur faisant céder, comme intermédiaire en courtier, le barifiri qu'à 32 000 coris. Le commerce ne pouvait se développer que dans la paix. Or par tradition une société lignagère, comme l'était celle des Kulango à l'origine, était par définition très anarchique. Elle ne pouvait donc raisonnablement garantir la sécurité des caravanes. Ceci explique l'installation dans la région d'une aristocratie guerrière venue du sud, les Hebron, qui s'est groupée autour d'une dynastie royale. Sur l'installation des Hebron d'abord venus en solliciteurs, Toxier écrit: la supériorité guerrière des Hebron, race de proie comme les Ashantis quoiqu'à un degré moindre, sur les populations antérieures du cercle de Bondoukou, devait se faire sentir peu à peu, surtout quand ils arrivèrent en contact avec les paisibles Gébéines, Gouro, Loro, Kulango, Nafana, etc., véritables nègres inférieurs, cultivateurs ou arboriculteurs pacifiques et anarchiques, sans pouvoir sérieux constitué au-delà de la famille et du village, ou quand ils vinrent en contact avec les Dioula, race plus intelligente et plus active mais tout entière à son commerce, à ses gains et ne s'occupant pas de politique, du reste essaimant commercialement par petits groupes et n'ayant aucune formation guerrière. 12. Dès lors cette dynastie va consolider 3 siècles durant son pouvoir, assurant la paix intérieure et guerroyant à l'extérieur d'où étaient ramenés butins divers et captifs en grand nombre. Aussi détenant le pouvoir politique, les Hebron pouvaient-ils convoquer les villages Kulango pour travailler sur les terres, et infliger de par leur pouvoir judiciaire, aux délinquants Kulango des amendes en or ou prononcer des peines de déchéance les réduisant en captifs. Dans le même temps, le pouvoir militaire qui leur avait permis de s'imposer leur donnait la possibilité de s'approvisionner en captifs et en butin. Ainsi apparaît dans cette société une stratification en classes en raison des différentes activités qui y sont menées et qui expliquera les réponses différentes qui seront faites au moment de l'impact colonial. Outre les Dioula, on retrouve la masse des captifs qui accomplit tous les travaux agricoles pour le compte des Hebron, les Kulango maîtres du sol qui possèdent et exploitent librement leurs terres mais restent cependant soumis à diverses formes d'exploitation comme les corvées, les amendes et le service militaire au profit des Hebron. Ces derniers, à travers l'appareil d'État qu'ils contrôlent, pouvoir politique, judiciaire et militaire, exploitent les autres classes sociales. Toute cette structure se retrouve en 1888, lors de l'arrivée des Européens dans la région. Le même système socio-économique se retrouve avec les populations sénoufo, par l'intermédiaire des villages de culture. Ces villages constituent la majorité des groupements humains que l'on rencontre dans le nord à la fin du XIXe siècle. Ce sont des villages d'hommes libres qui vivent en autarcie, sous la direction d'un géronte, et où l'autosuffisance occupe une place importante. À côté de ces villages d'hommes libres, on trouve toute une série de villages d'esclaves installés par leurs maîtres qui peuvent être soit de simples particuliers, mais généralement des conquérants. Dans ce dernier cas, ces esclaves servent soit dans leurs armées, soit constituent une main-d'œuvre agricole. Ici, comme le cas précédent, cette situation fonde des relations qui sous-tendent une certaine division du travail puisque la production des denrées alimentaires est le fait des esclaves et des dépendants tandis que l'élite, la classe dirigeante s'adonne à d'autres activités, le commerce, la guerre ou des activités intellectuelles ou religieuses. Kypré écrit à ce sujet: les liens sont dans ce cas organiques entre la métropole et le village de culture, liens de dépendance sociale ou liens d'allégeance politique qui n'interdisent pas dans le cas d'hommes libres, le fonctionnement d'institutions propres au village avec un recours épisodique à la classe dirigeante de l'agglomération principale, recours surtout judiciaire et politique. Mais au-delà de ces liens, le mouvement commercial et les échanges interrégionaux auxquels seront intégrés les villages-marchés renforcent plus encore les liens de dépendance du village de culture. Kypré fait du reste remarquer que Persson a montré que dans le Kafou, Mandingue et même dans les royaumes de plus grande envergure, les relations d'autorité entre le Fahama, ou le Massa, le roi, d'une part, les villages qui composent le royaume d'autre part sont fondés sur un partage lorsqu'il s'agit de désigner un nouveau chef. Qu'en est-il des groupes ethniques qui peuplent la zone forestière et le littoral lagunaire et maritime ? 2. La zone forestière et le littoral lagunaire et maritime.
Ces deux zones, la zone forestière et le littoral lagunaire et maritime, abritent deux groupes ethniques, les Akan à l'est et les Krou à l'ouest avec dans la partie septentrionale les Mandés du sud et de l'est. La zone forestière, à l'exception du sud-est forestier, n'a pas été le domaine des grandes cités marchandes, encore moins celui de royaumes tels que la zone soudanienne en a donné des exemples. Quelques agglomérations, dont une des plus importantes, Tiasalé comptait en 1891 près de 5000 habitants, sont signalées par les explorateurs qui ont pour certains, tenté des estimations oscillant entre 1000 et 1700 habitants. Ces données contrastent avec celles avancées pour Kong ou Bondoukou, et d'une façon générale pour toute la zone soudanienne. C'est dire que le domaine forestier reste une zone de faible peuplement, due en partie aux vagues d'épidémies et aux conditions difficiles qu'impose la vie des régions tropicales. Une note rédigée à la suite de la tournée du lieutenant-gouverneur dans le cercle du Haut-Sassandra et du pays Gouro en mai 1908, donne du pays et des hommes la description suivante qui souligne assez l'influence du milieu physique sur le type d'organisation politique et sociale. L'état d'anarchie dans lequel vivent Bété et Gouro, lit-on, provient de la nature du sol, couvert presque entièrement d'épaisses forêts dont ils savent admirablement se servir pour leur défense, ou pour tendre des embuscades à leurs ennemis. Aucun de leurs chefs n'a donc pu s'imposer à ses voisins et créer un semblant de royaume analogue aux anciens États du Soudan. Aucun conquérant noir n'a pu étendre sur eux sa domination. Il en résulte que Bété et Gouro vivent en petits groupes de villages, séparés par de grands espaces inhabités. Il n'y a aucune cohésion dans cette multitude de tribus, de groupes, de familles, et ce n'est pas là un des moindres obstacles que rencontre l'exercice de notre autorité. On trouve cependant chez ces peuplades un certain lien de solidarité, provenant de ce que les femmes ne se marient jamais dans leur propre tribu. Cet état d'anarchie se retrouve également chez les Dida, les Dan, les accents circonflexes et caractérise d'une façon générale les peuples de la forêt dont l'habitat présente plusieurs sortes de constructions. La plus fréquente dans le sud est une case circulaire avec véranda intérieure, et divisée en une infinité de petits compartiments. Vestibule, chambre de repos, parloir, cuisine fermée sur 3 côtés seulement, chambre à coucher complètement close dans lesquelles on entre par de petites portes de 60 cm de haut sur 30 ou 40 cm de large. Chaque femme a un foyer personnel sous la véranda, et tous les adultes ont une chambre. Les cases ont toutes 2 entrées, l'une donnant sur la rue centrale lorsque le village est formé comme le plus souvent de 2 rangées de cases à peu près parallèles, et l'autre donnant sur la brousse. Les dimensions de ces cases varient énormément, alors que certaines renferment plus de 12 personnes et ont parfois des cours intérieures de plus de 10 mètres, d'autres ne renferment qu'un ménage et la cour intérieure est complètement supprimée. Les bords du toit à forme d'entonnoir se rapprochant à leur base jusqu'à 50 cm. L'eau de pluie qui s'en écoule est conduite à l'extérieur par une petite rigole qui traverse le vestibule d'entrée. Toutes ces cases sont réunies entre elles par des palissades de pieux. Au plan politique, la zone forestière ne comporte pas de grands royaumes mais de nombreuses petites communautés politiques de type lignagé et tribal. Chaque village est autonome, ce qui n'exclut pas toutefois des alliances ou des liens de solidarité avec d'autres villages puisque les mariages, dans ces communautés, se faisaient en dehors du village. Grâce au système de la polygamie, plusieurs villages pouvaient, à travers certaines familles, se retrouver dans un système d'alliances plus ou moins large. La famille Gouro, nous dit Toxier, se compose d'un grand groupe familial très étendu et d'un groupe plus réduit. Le principe, écrit-il, est que quand un jeune homme se marie, il fasse une case à part et l'établisse à côté de celle de son père, et il va manger avec celui-ci chez celui-ci, dans la case et non dans la cuisine, tandis que sa femme mange avec la femme de son père. Mais il apporte sa part à cette consommation commune. 17. Ainsi les pères de fils mariés sont-ils des chefs de groupe de défrichement et de consommation commune. Eux-mêmes dépendent d'un chef de grande famille totale ou caribazan, dont 2 à 10 forment un village. Détenteur d'importants pouvoirs de justice, le chef de famille total n'agissait jamais seul, mais était toujours entouré et assisté d'un conseil de famille composé de chefs de case ou kanzan de tout le groupe. C'est ce conseil de famille, groupant tous les mâles d'âge adulte, qui constituait en réalité l'autorité du chef de famille total, car par lui-même, fait observer Toxier, il aurait eu peu d'autorité réelle voire aucune autorité effective du tout. Son pouvoir judiciaire important lui conférait le droit de vendre ou de mettre en garantie pour dette tous les membres mâles ou féminins de la famille totale,
lui-même et la famille tout entière étant tenus pour responsables des crimes ou délits commis par un des membres de celle-ci. Cependant, il ne pouvait vendre ou mettre en garantie de paiement les femmes des hommes mariés. En revanche, il pouvait vendre ou mettre en garantie de paiement les filles non fiancées, les enfants appartenant toujours bien au père et à la famille globale. 18. De la même manière, il devait payer aux autres familles toutes les amendes qui pouvaient lui être réclamées pour les méfaits dont se seraient rendus coupables dans lesdites familles ses collatéraux et descendants mâles et femelles, exception faite des femmes mariées qui ne font plus partie de la famille. En cas de non-exécution, la coutume voulait que les délinquants soient vendus au profit de la famille qui avait subi un dommage de leur fait. Le caribazan était en un mot tenu pour civilement responsable des déprédations ou délits de toutes sortes commis par les membres de la famille, même des crimes, puisque la coutume prévoyait une réparation pécuniaire des familles des victimes. Le chef de famille total détenait également des pouvoirs religieux et à ce titre sacrifiait aux ancêtres afin qu'ils accèdent aux faveurs demandées par la communauté, pluie et récolte abondante, fécondité, conjuration de mauvais sorts, sécheresse, famine et calamités diverses. L'objet du sacrifice était en général soit un poulet, soit un cabri, soit un mouton. En plus de ses pouvoirs judiciaires et religieux, le caribazan disposait de pouvoirs fonciers assez étendus. En principe, note Toxier chez les Gouraud, la terre de la tribu est sous l'autorité du chef de la terre de la tribu ou chef de tribu, et particulièrement dans chaque village la terre du village cultivée ou non, tout le territoire du village en un mot est sous l'autorité du chef de la terre du village ou vrai chef de village. En fait, les familles totales du village se sont partagées depuis longtemps les zones de forêt auprès desquelles elles vivent à telle enseigne que dans la réalité chaque caribazan est le possesseur, le gestionnaire du secteur de la famille. Lorsqu'un chef de groupe de défrichement veut défricher un lopin de terrain pour ses cultures, ceci se répète chaque année. Il demande l'autorisation au caribazan et non au terraisant, c'est-à-dire le chef de terre du village. C'est encore lui qui autorise par délégation du village l'exploitation des arbres utiles, palmiers à huile, collatiers. Autosubsistantes dans une large mesure en ce qui concerne les ressources alimentaires, ces communautés villageoises vivent de la pêche qui constitue avec l'agriculture itinérante, l'élevage, la collecte des produits végétaux et l'artisanat leurs principales activités. Le travail y est largement collectif. La chasse, le défrichement et les récoltes sont pratiqués par des lignages de plusieurs dizaines de personnes sous la direction, dans le cas des Gouraud, d'un caribazan. Il obéit en outre à une division naturelle en fonction du sexe et de l'âge. Ainsi dans ces petites communautés, père et fils mariés, tous défrichent ensemble sous la direction du père le nouveau champ de l'année, car chaque année on change le terrain de culture, on défriche d'abord la part du père, la plus étendue, tous ensemble, puis chaque fils marié défriche à côté son champ particulier dont le produit sera pour lui. Le défrichement fait, le reste est le travail des femmes. Elles sèment des herbes et récoltent seules sans le concours des hommes. Chaque femme travaille sur le champ de son mari, si elle est seule, ou avec ses coépouses en cas de polygamie. La coupe des bananes, l'arrachage du taro, la récolte du maïs constituent leurs principales activités sans compter celles plus traditionnelles de la cuisine ou de la préparation de l'huile de palme. Les hommes aidés par des esclaves récoltent la cola et les graines du palmier à huile. La chasse est notamment celle au filet et le fait des hommes et constitue un puissant facteur d'intégration sociale et d'équilibre interne au niveau des communautés villageoises, mais aussi entre les lignages d'origine souvent très lointaines. Ainsi autosubsistantes en ce qui concerne l'alimentation, ces communautés villageoises dépendent de l'extérieur pour leurs différents approvisionnements, fer, fusil et sel, qu'elles échangent contre les produits de cueillette, cola, palmiste. À la fin du XIXe siècle, l'ampleur de ces échanges qui touchent toute la zone de contact forêt-savane va entraîner la constitution de petits villages-marchés, les relais de ceux plus importants qui couvrent la zone soudanienne et qui leur servent de débouchés mais aussi de centre de ravitaillement. Par ailleurs, leur situation de zone de passage entre les confins sahéliens et le littoral maritime en fait des lieux de transit pour les marchandises venues aussi bien de la côte, pagnes européens, tabac, sel, poudre et alcool que des marchandises allant à la côte, caoutchouc, huile de palme, ivoire ou vers le nord, cola, natte. Meyassou note que dans le Gouraud plus de 30 marchés, lui,
ont été signalés comme ayant existé antérieurement à la colonisation sur l'étendue de l'actuelle subdivision de Zuénoula. Quelques-uns, beaucoup moins nombreux, ont été signalés un peu plus au sud, le plus méridional ayant été Boisflé, BWA, Poisson, Flé, Marché, l'actuel Boisflé. Au sud, dans la région forestière, les marchés furent complètement inconnus jusqu'à la création de celui de Saint-Fra par le colonisateur. Comme a pu le constater le commandant Chasles en 1906, la monnaie d'or et d'argent leur était inconnue. Ils se servaient par contre dans leurs transactions d'une monnaie locale, le sombet, sorte de lamelle ressemblant par la forme à une paire de ciseaux fermés, ou bien ils recouraient au troc. Dans leurs transactions, une pièce de pagne valait chez les gouraux 25 boules de caoutchouc grosses comme une balle à jouer. Pour une barre de cuivre de 1 franc, on avait 300 colas. La noix de cola elle-même valait 1 centime quand on obtenait un fusil pour 1500 à 2000 colas, un captif pour 10 000 colas, un bœuf pour 7 000 à 8 000 colas, un sabre pour 600 à 700, une natte pour 50 colas et enfin 1 kilogramme de riz pour 20 colas. Les fortunes naquirent de ces transactions et il n'était pas rare, note encore le commandant Chasles, de trouver avant la pacification des notables possédant une immense fortune, faite de 2000 charges de pagne, d'une centaine de bœufs et autant de moutons. Mais leur autorité s'étendait rarement au-delà de leur village, et les rapports qu'ils pouvaient entretenir en dehors du village se situaient dans le cadre de relations sociales, alliances matrimoniales par exemple ou de fraternité. En fait, ces relations étaient plus sociales qu'économiques ou politiques. À ce titre, les communautés des savanes baoulées participaient de ce mode d'organisation qui relève au plan politique surtout de la juxtaposition et se caractérise au plan économique et social par l'autosubsistance, la faiblesse des échanges liés à l'absence de villages-marchés importants et donc une certaine étroitesse des relations économiques. Qu'en est-il du groupe lagunaire et maritime au sud et de l'ensemble ANI du sud-est forestier? Le reste du domaine forestier, si on excepte les marges forestières occupées par les Eubronnes dont il a déjà été question, est partagé entre 2 autres royaumes, celui des Agnis du Ndenier au nord et celui des Agnis du Sanoui au sud. La zone littorale et maritime est quant à elle occupée par le groupe des lagunaires qui présente une parenté avec les Agnis. La structure économique, politique et sociale en place au moment de la pénétration coloniale est la même que celle qui existait au moment de la constitution de ces différents royaumes, puisque dans le cas du royaume du Sanoui, par exemple, les différents groupes Agua, Eotilé et Souma ont conservé leur structure politique, c'est-à-dire leur roi et leur capitale. Le maintien est le reflet de ces structures locales, aussi bien dans les pays conquis qu'à l'intérieur même du monde Agni, donne à ce royaume une architecture pyramidale qui reflète les 3 données majeures de l'histoire des Agnis: les conditions de l'individualisation relative de groupes d'émigrants, celles des campagnes guerrières, celles de distribution des terres. Ainsi, au sommet de la pyramide se trouve la famille royale, les descendants utérins des premiers chefs de la tribu Brafet. Elle possède la dignité la plus éminente, et la totalité de l'espace où est installé le monde Agni. En dessous vient la classe des grands du royaume, eux aussi descendants utérins soit des chefs des divers groupes de la tribu qui ont plus ou moins fait route à part pendant l'immigration, soit des chefs de guerre qui organisaient l'avance de la vague. Ils détiennent une parcelle du territoire que le roi leur a partagé, et sur laquelle ils possèdent des droits et sont revêtus de la dignité attachée à leur chaise. Suit après la petite noblesse, dont la composition disparate intègre pratiquement tous les éléments de l'immigration Agni. Guerriers auxquels le roi a donné un insigne particulier, chefs de groupes mineurs arrivés ultérieurement ou chefs de village issus de l'éclatement d'un groupe. Arrive enfin le reste du peuple, hommes libres sans autre dignité que celle de chefs de famille ou de ménage, ou simplement de membres de lignage. Elle ne vit que des ressources tirées de ses activités économiques: agriculture, pêche et chasse. Les dignitaires par contre, tirent le leur du travail de l'ensemble de la communauté mais aussi de la perception de droits régaliens, justice, péage, pêcherie, prélèvements sur l'exploitation aurifère, prestations et redevances en nature. L'économie à l'origine, essentiellement, autarcique avec cependant les échanges de très faible ampleur limités à l'acquisition de produits tels que tissus, fer, fusils et poudre, alcool va se développer grâce au commerce de la côte. Assigny demeure, à cet égard, un des plus importants points de contact du littoral avec le négoce européen, mais aussi grâce au commerce caravanier qui relie, à travers la piste des caravanes,
la côte aux portes du Soudan, puis de la route du caoutchouc. Cet essor permet le développement de villages importants voire de villes le long de ce couloir commercial, à Boasso, à Yamé, Yaou, Kétesso, Bianouan dans le pays Sanoui puis Zaranou, Abengourou et Anibilekro dans l'Indénié, Bondoukou dans l'Abro et au-delà Kong aux portes du Soudan. Toxier chiffre à 60 000 francs par an les droits de péage perçus par les chefs d'Ayamé et de Bianouan, où la piste franchit la Bia et à 30 000 francs ceux du chef de Yaou où il ne s'agit que de petits affluents, le Koun et la Louba. Des chantiers forestiers existaient dans la région déjà en 1885, Note Rougerie qui situe le berceau de l'exploitation forestière dans l'angle formé par la lagune Abi et l'ensemble Tendo-EHY, puis autour des régions de Noé et la rive gauche de la Bia. En 1897, les registres d'Assigny, note encore Toxier, mentionnent que plus de 3000 billes descendent la Tanoé, la Bia et les autres petites rivières. L'activité économique de la région était si importante qu'il avait semblé, un moment au début du siècle, que s'y installerait le cœur de la nouvelle colonie. Mais à la fin du XIXe siècle, d'autres centres de la côte possédaient, à l'instar d'Assigny, une tradition de commerce maritime mais aussi d'échange avec l'interland forestier, activité dont rend compte Schnapper. Ainsi de par leurs activités de courtage avec l'arrière-pays, Grand Laou pour les pays baoulés, Dida et Gaudier à travers le Bandama et Tiasalé, Jacquesville pour la région Adjoukrou sont-ils à cette époque, au centre de relations commerciales importantes de la future colonie puisqu'ils échangent des produits de la côte, sel, poisson, contre des produits alimentaires, bananes, ignames, tarots, mais aussi biens de prestige, or captifs ou européens, fusils, poudre, verroterie, tissus. Même si des fortunes particulières ont pu ici également s'édifier, leurs détenteurs ne les ont pas pour autant mis au service de l'édification de structures politiques et étatiques au-delà de la communauté villageoise. Cette présentation rapide des différents groupes ethniques et de leur organisation sociale, politique et économique nous aura permis de dégager, à grands traits, les caractéristiques principales de la société traditionnelle précoloniale. Il s'agit d'une société organisée, structurée et ouverte, fonctionnant selon un système de relations sociales particulières engendré principalement par le mode de production, lignagé ou étatique, qui caractérise l'ère culturelle considérée. Ces différents groupes ethniques ont donc développé des systèmes d'organisation politique, économique et sociale où apparaissent clairement différents éléments de la société, en même temps que leur place et leur rôle. Ces sociétés n'ont donc pas ignoré la notion de travail. Mais en raison de leur structure interne, la notion de travail y était spécifique en ce sens que telle tâche incombait à telle catégorie sociale qui ne pouvait sauf condamnation, changement de statut ou autre évolution, être soumise à n'importe quelle obligation. Nos sociétés n'ont donc pas ignoré les contraintes du travail. Bien au contraire puisque l'organisation sociale reposait sur la notion et la division du travail. Il y existait même un système de prestations dont le fondement avait pour principe la réciprocité ou l'entraide entre membres d'un même village ou entre individus d'une même classe d'âge. Tous les prestataires valides se regroupaient autour d'un requérant qui indiquait la nature et l'étendue des travaux à accomplir. On recourait généralement à ce genre de travail en commun à l'occasion des travaux de force ou importants, comme par exemple l'abattage des arbres, le défrichement des forêts, des plantations ou la construction d'une case. Cette prestation, fondamentalement distincte de celle qu'introduira la colonisation, se terminait toujours par un repas de communion offert par le demandeur et apparaissait en tout cas comme un élément de cohésion et d'équilibre, une manifestation de la solidarité entre les membres d'une communauté donnée. Cependant, dans une structure sociale et politique plus élaborée dont le nord et l'est de la colonie ont offert des exemples, la prestation, tout en y conservant le même fondement, était également utilisée au profit d'une autorité locale représentée par un chef ou un roi, à qui les sujets devaient un certain nombre de journées de travail et une quantité variable de produits agricoles qui lui étaient remis, le plus souvent sous forme de dons. Dans les sociétés à structure étatique, la répartition des tâches faisait reposer certains travaux dus au roi ou à la chaise sur des catégories bien précises de la société. C'est ainsi, par exemple, que chez les Hebron, c'était la masse des captifs qui accomplissait les travaux agricoles, tandis que les Koulangos, les maîtres du sol vaincus étaient soumis à diverses formes d'exploitation. Corvée, tribu, service militaire, et que chez les Agnis du Sanoui,
les travaux d'abattage des arbres, de défrichement des plantations ou de réfection des cases royales incombaient aux gens de Maféré. Quant à l'impôt, le tribut, régulièrement versé par la population, il semble que les sociétés forestières l'aient ignoré et que ce soit uniquement la colonisation qui l'ait introduit. Mais quelle est, à l'aube du XXe siècle, la situation de la colonie ? 2. La faiblesse de l'implantation coloniale. À l'aube du XXe siècle, le sous-équipement de la colonie est notoire et reste étroitement lié à la faiblesse des moyens matériels et financiers mis en œuvre, mais aussi à la précarité de la présence française limitée pour l'essentiel à la côte. De cette faiblesse de l'occupation coloniale découle une absence quasi totale de mise en valeur de la colonie puisque la seule activité notable, hormis une tentative de mise en valeur agricole dans la région des Limas, reste le commerce de traite. Il alimente une exploitation peu importante de produits de cueillette, huile de palme et palmiste, caoutchouc. Cette activité économique, encore embryonnaire, souffre de plusieurs handicaps dont l'obstacle de la forêt n'était pas le moindre. S'y ajoutait l'insécurité des pistes, les guerres intestines et les révoltes des populations qui paralysaient les centres de production et menaçaient les pistes d'acheminement et d'évacuation des produits de l'hinterland vers la côte où la barre constituait l'ultime obstacle. Quelques explorateurs à la fin du XIXe siècle avaient tenté de relier, à travers l'écran que constituait la forêt, la côte et les régions du Nord, grands centres consommateurs du Niger, donnant ainsi un début de réalisation au projet de création d'un vaste empire colonial dont les comptoirs français de la Côte d'Or devaient constituer le point de départ. À leur nombre figurait Trek-la-Plaine, qui relie Aboissau à Kong du 2 mai au 22 juillet 1887 et Binger parti du Soudan le 1er juillet 1887, devait atteindre Grand-Bassam, en compagnie de Trek-la-Plaine parti à sa rencontre le 20 mars 1889. D'autres explorations se succédèrent depuis lors qui permirent une certaine approche du pays profond et à travers lesquelles S'. Illustrèrent Monnier en 1892, les capitaines Marchand et Manet la même année, Paul-Béguin en 1893, le lieutenant-colonel Monteil en 1894 et 1895, les lieutenants Le Cerfet, Bretonnet, Lamblin, Thoman, Esric, Bailly et Poli, Wölfel en 1899, Austin et Dolonne la même année. Les résultats de ces différentes missions furent la création de toute une chaîne de protectorats de Grand-Bassam à Kong, les jalons du futur empire dont on projetait la constitution. Elles eurent en outre pour conséquence de fournir des renseignements minutieux sur les zones parcourues, densité des populations, mode de vie et gouvernement des différentes régions traversées, importance des marchés, description détaillée des étalages observés, provenance et prix des marchandises, monnaie, poids et mesure en usage, routes caravanières et systèmes de transport utilisés. Ainsi, les petits comptoirs d'Assigny et de Grand-Bassam pouvaient, selon Haché, devenir d'immenses dépôts de marchandises au cœur du continent africain. Pour ce faire encore aurait-il fallu que s'amorce la mise en valeur de la colonie, toute chose qui ne pouvait se réaliser qu'après une occupation effective du pays. On en était loin à l'aube du XXe siècle. À une occupation encore précaire. La situation de la colonie à l'aube du XXe siècle se caractérise par un sous-équipement, résultat de la médiocrité des moyens humains, matériels et financiers mis à la disposition de la colonie naissante, dont seule la frange côtière et en particulier la partie orientale était fréquentée par les commerçants européens. Après l'échec en 1886 de l'installation des douanes instituées l'année précédente pour alimenter le budget de la possession, l'expérience avait prouvé que son autonomie financière lui était indispensable pour son bon fonctionnement. En effet, rattachés jusqu'en 1889 au Gabon, les comptoirs français de la Côte d'Or subirent les conséquences de cette dépendance. Difficulté d'exécution des instructions, de coordination des actions et suivi des décisions. Le décret du 1er août 1889 a mis fin à cette situation précaire en rattachant Assigny et Grand-Bassam aux établissements des rivières du Sud, de la Guinée et du Bénin et en accordant au comptoir une autonomie financière complète. L'octroi de l'autonomie financière appelait la nécessité de rétablir les douanes, afin de fournir au budget des ressources nécessaires. Dans le même temps, l'installation des douanes devait permettre de régler la querelle des frontières avec la Gold Coast qui durait depuis 28 ans car l'Angleterre,
avait toujours invoqué la contrebande faite entre le port franc d'Assigny et l'arrière-pays d'Axim et de Cap Coast où les droits de douane étaient perçus, pour revendiquer le droit de contrôler la navigation de ces nationaux sur la Tanoé. Le nouveau projet de décret, élaboré à la demande du sous-secrétaire d'État aux colonies, fut soumis par lui-même, pour approbation, au Conseil d'État et au ministre du Commerce et des Affaires étrangères. L'auteur de ce projet, Verdier, avait prévu la création de 4 postes douaniers à Assigny, à Grand-Bassam, à Alfjak et à Laou. Il avait rejeté l'idée de toute taxe à l'importation et à l'exportation des marchandises françaises, ne retenant, pour freiner la concurrence anglaise, que des droits très élevés sur l'importation des marchandises étrangères. Ces dispositions visaient 2 objectifs principaux. Inciter l'industrie française à travailler pour les marchés et les consommateurs africains dont les revenus devraient s'accroître sensiblement, car la franchise des exportations que prévoyait le nouveau régime devait contribuer au développement de l'agriculture locale. Mais il avait le double inconvénient d'être sans effet bénéfique notable pour la possession d'une part, et d'autre part de pénaliser les consommateurs puisque les produits importés, sans distinction d'origine, étaient soumis à des droits de douane prohibitifs qui accentuaient d'autant le prix des articles d'importation étrangère. Ainsi les comptoirs... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.